Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire, sans spoiler. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le premier chapitre du deuxième tome, après le prélude bien sûr, qui est un chapitre de Arya. Donc on ouvre le bal avec un chapitre de Arya. Et moi c'est Guillaume, et je suis accompagné aujourd'hui par mon acolyte Lan. Je sais que je crois que je l'ai déjà fait une fois l'intro, Ouais. mais bon, vous avez pas forcément l'habitude de m'entendre faire l'intro. T'as une vraie voix de téléphone rose. Ouais. J'ai une voix sensuelle. Aujourd'hui, on fait un podcast ASMR sur le Trône de Fer. Ouais. Du coup, à force, je sais pas, ça fait combien on a enregistré combien d'épisodes, genre? Ça fait genre, 60, plus de 70, allez. Et qu'au bout de 70 fois, tu commences à retenir la chanson. Ouais. Donc, je me suis permis je me sens assez à l'aise pour faire l'intro maintenant. Je la ferai de temps en temps. Ça marche. Alors, même si c'est moi qui fais l'intro, c'est quand même moi qui fais le résumé. Juste avant tu veux rajouter un truc? Vas-y, de toute façon, au montage. Donc, premièrement, alors je vais revenir sur ce que j'ai déclaré précédemment. Finalement, on va s'aider des appendices avec Guillaume. Je l'avais dit que on s'en aiderait pas, je crois, dans le prélude, mais au final, j'ai changé d'avis. Alors ça, je vais en parler à la toute fin de cet épisode, mais je suis désolé, ça sera réservé que à ceux qui ont à minima vu la série ou lu les livres, parce que je vais parler d'éléments spoilants, vu que Guillaume a déjà lu les livres, vous le savez. Et donc, vu la série, pardon. Vu la série, c'est le point. C'est le point. Et donc je vais vous expliquer, du coup avec des éléments qui spoilent, pourquoi j'ai pas voulu mettre des appendices, mais pourquoi du coup on le fait maintenant. Deuxièmement, alors Guillaume, je sais pas si t'as remarqué, mais je pense pas. Mais du coup, il y a une carte qui a été rajoutée à la fin du tome. À la fin du tome. Ah ouais. J'avoue, vu que j'ai le truc en numérique, tu vois, je feuillette pas comme on feuillette un vrai livre, et donc je peux aller jusqu'au bout. D'accord, il y a une nouvelle carte. Ouais. Et elle est comment? Alors c'est la carte de Port-Réal. D'accord. Ok. Alors du coup, est-ce que tu peux aller dessus? Ouais, je vais la checker. Ouais, je l'ai. Bon, c'est dommage parce que nous, depuis le début, on demandait une carte de Essos. Mais on sait pas pour maintenant, visiblement. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir d'avoir une carte précise de Port-Réal, parce que c'est vrai que on sait qu'il y a les 3 collines qui sont présentes sur la carte, mais c'est toujours un peu compliqué de se repérer. Même si du coup, si on est logique, le fait qu'il y ait une carte de Port-Réal, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'actions à Port-Réal et qu'on aura besoin de la carte pour savoir exactement ce qui se passe. On se doute bien que Martine l'a pas placé là pour rien. Alors sur la carte, il y a 10 points qui sont précisés. Donc premièrement, on a le grand septuaire de Baelor. Est-ce que tu te rappelles sur quelle montagne est situé? Alors, le grand septuaire c'est au sommet de la colline Visenya. Ouais. Parce que rappelle Guillaume comment est construit Port-Réal. En gros, Port-Réal, c'est construit autour de 3 collines, qui portent le nom de Aegon et de ses 2 sœurs. Donc on a la colline Aegon, Visenya et Rhaenys. Voilà. Et au sommet, je vais avancer, et au sommet de la colline Aegon, on a le donjon rouge. De la colline Visenya, on a le grand septuaire de Baelor, et au sommet de la colline Rhaenys, c'est Fausse Dragon. Exactement. Alors donc ces 3 points sont sur la carte. En 4e, on a Chataia. Alors Chataia, on l'avait aperçu lors du premier tome. Tu te rappelles, Guillaume, à quel moment? Alors je sais plus exactement à quel moment on parle de Chataia. Il me semble que c'est un bordel, non? Exactement. Chataia, c'est la gérante d'un bordel, et c'est chez elle que se trouve, alors tu sais la femme avec qui Robert a couché. Ah oui. Et avec qui il a eu le bâtard du nom de Bara. C'est vrai. Tu penses que ça c'est la carte de l'office du tourisme? T'es con. Peut-être les lieux importants à visiter à Port-Réal, hein, je sais pas. Oui, ça y est. Alors, du coup, pareil, on se doute bien que, si ce bordel chez Chataia c'est présent, est-ce que c'est genre, il a rajouté genre chez Chataia en mode Osef, ou est-ce que ça sera un lieu important lors de ce tome? Bon, moi, ça me dérangerait pas plus que ça, hein, des scènes de supplémentaires dans des bordels, mais,
Alors, on a la guilde des alchimistes qui est présente aussi. Enfin voilà, checkez la carte si vous voulez savoir à peu près où ça se trouve. Nous, on va juste parler des lieux. Hein. Alors, la guilde des alchimistes, je pense que bon, pour ceux qui ont vu la série comme Guillaume, et supplémentaires, ceux qui ont lu les livres savent pourquoi, bon, elle est présente dans cette carte. Savent que ça va avoir une importance dans ce tome. La place Crépin, bon, ça, je pense pas que, tu vois. Je pense que c'est une place, quoi, je pense, mais bon. Elle a l'air un peu d'être au carrefour de toutes les collines. Ça a l'air d'être un peu la vallée, quoi. Ouais. Tout en bas. On a la tour de veille, bon, qui se situe, oui, parce que, en fait, j'ai pas précisé, mais au niveau de la colline d'Egon, donc là où se situe le Donjon Rouge, en fait, le Donjon Rouge, ça se situe vraiment à l'embouchure de la Nera, quoi. Oui. Et bon, la Nera, c'est ce qui mène vers le détroit, donc ce qui sépare Westeros d'Essos. Donc en fait, en fait, maritimement, en fait, si on arrive sur Port-Réal, on arrive directement sur le Donjon Rouge. Oui. Ce qui est assez stratégiquement, voilà quoi. Bah, si ça dépend d'où vient la menace. Si la menace vient des terres, c'est bien. Si la menace vient des navires, moyen quoi. Ouais, moyen, très moyen même. Après, ça a l'air d'être vachement en hauteur aussi. Ouais, il faut passer à la colline, ouais. On a en 8e le manoir de Shay. Donc, mon cher rappelle qui c'est, Guillaume? Shay, c'est donc la prostituée qui fait compagnie à Tyrion depuis. Alors, je sais plus c'est quoi le nom de la bataille, mais c'est quand il était. La bataille de la Verfurque. Voilà, à la bataille de la Verfurque, donc sur les camps de soldats. C'est la prostituée qui faisait de la compagnie à Tyrion. Ouais. En 9e, on a la place, alors je crois que c'est la place Voussard, même si je suis pas sûr, j'arrive pas très bien à lire. Voissard, pardon. Donc pareil, c'est comme la place Crépin, bon, c'est juste une place où, voilà, quoi. Bon, pensons Osef, hein. Et en 10e, la boutique de Tobomot. Donc pareil, Tobomot, est-ce que tu peux rappeler qui c'est, Guillaume? Alors apparemment c'est l'un des meilleurs forgerons de la ville. Ouais. Et on l'avait vu aperçu lors du premier tome. Ouais. Quand Lord Eddard venait poser des questions à Tobomot parce que il savait que Jon Arryn et Stannis Baratheon étaient passés le voir pour des raisons inconnues. Exactement. Oui, Eddard il disait que c'était pas le genre de Lord Arryn de se reconstruire des nouvelles armures très flashy. Ouais, parce que lui, ça a l'air ses armures, ça a l'air d'être un énorme flex quand même. Hein. Ouais, d'ailleurs, en plus, c'est Renly et Loras qui avaient l'habitude d'aller là-bas pour, voilà quoi, comme Loras, on l'appelle le chevalier des fleurs, et Renly, avec le prélude, on a quelques confirmations qui flex, quoi. Je crois qu'il aime les couleurs d'après Mestre Crescent, donc voilà, on a parlé de la nouvelle carte qui apparaît à la fin de Clash of Kings. Et donc voilà. 3e point et dernier point avant de parler de ce chapitre, je voudrais juste revenir sur Bryce Caron, dont on avait parlé lors du prélude. Juste, j'avais oublié de parler de quelques trucs, je m'en suis rendu compte à la relecture. Alors je sais pas si tu te souviens quand on l'avait évoqué. Alors, il me semble que Bryce Caron, c'est un des chevaliers de la garde arc-en-ciel de Renly. Ouais. Ça, surnommé l'Oranger. Voilà. Bon, on n'avait pas précisé qu'en fait, il était surnommé l'Oranger, parce que du coup, en fait, sa couleur, c'est l'Oranger. Enfin, c'est l'orange, pardon. Oui. Mais je sais pas si on avait besoin de préciser. En gros, il y a cette couleur de l'arc-en-ciel et sa garde royale est composée de 7 personnes qui ont toute une couleur. Voilà, exactement. Du coup, la cape, elle est orange ou la cape, elle est couleur arc-en-ciel? Bonne question. Peut-être qu'on se verra. Parce que arc-en-ciel, franchement, c'est trop. Oui. C'est trop, frère. Mais après, je sais pas, tu vois, est-ce que le motif LGBT, il est déjà représenté tu vois, est-ce qu'il a cette connotation à Westeros, ça Je sais pas, hein. En tout cas, il l'avait en Californie à l'époque de l'écriture du tome, il me semble. Ah oui, non, mais à l'écriture de Martin, ça c'est sûr. Enfin, au moment où Martin a écrit, c'est sûr que le LGBT c'était déjà connu, mais est-ce que à Westeros, le fait que... Après, en fait, les maîtres Crescent qui disaient... Je m'en fous de Westeros, là je parle de l'intention de l'auteur, tu vois, c'est non, mais il a voulu dire qu'il est gay. Enfin... Ah, c'est fort, hein. Ouais. C'est fort quand même. Moi, y a pas de doute par rapport à ça. Il y a aucun problème, mais je sais pas, des chevaliers avec, je sais pas, ça, j'ai l'impression qu'elle casse avec l'univers, tu sais. Dans quel sens? Bah, que tu vois, c'est un univers qui est quand même, vachement pertinent et tout, alors que des chevaliers avec, une couleur arc-en-ciel, je trouve ça tellement, Mais tu veux dire dans le sens où, parce que... C'est pas cohérent avec l'univers. Ouais, mais est-ce que parce que les chevaliers s'incarnent la virilité, etc.,
du coup ils auraient pas voulu se faire représenter de façon LGBT, ou est-ce que juste parce que des chevaliers vont pas porter une cape orange de cette façon comme ça quoi. Non, c'est juste que le monde de Game of Thrones, j'arrive à me projeter dedans comme si c'était un univers réaliste, tu vois. Ouais. Et ça me fait sortir de l'univers. Quand je vois ça, je sors de l'univers parce que je sais pas, j'arrive pas à me projeter dans un univers avec des chevaliers arc-en-ciel quand tout le reste est aussi réaliste et pertinent, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que mais on est dans, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un mélange entre... Tu peux dire que c'est juste une lubie de Renly et que Renly est... Voilà, quoi. Ouais. Oui. Après, c'est cohérent avec le personnage de Renly, mais bon, ça fait très bizarre. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et donc, sur Bryce Caron, en fait, j'avais juste oublié de dire qu'en fait, on l'avait déjà vu dans le premier tome. Donc, lui, il était apparu, Bryce Caron, lors du tournoi de la main. Et il avait même défait Barristan Selmy lors du tournoi. Ah ouais, Psartek. Donc, voilà, quand on sait que Barristan Selmy, c'est supposé être un des chevaliers les plus, les plus émérites des 7 couronnes. On peut, on peut signifier la qualité de Bryce Caron. Et deuxièmement, et du coup, ça m'a fait mal de pas l'avoir dit. C'est pour ça que je le dis maintenant, parce que du coup, je me dis quelque chose de pertinent dans mes notes. C'est que, tu vois, lorsque Geoffrey a pris le pouvoir après l'emprisonnement d'Eddard, il a fait une sorte d'audience où il a demandé à plusieurs personnes de venir lui jurer fidélité. Donc, il avait même dit, oui, Robb Stark doit me jurer fidélité. Comment il s'appelle encore, le maître de Riverrun, comment on appelle Riverrun encore en français? Vivzeg, Oster Tully. Voilà, Oster Tully. Bref, il avait fait une petite liste, et en fait, il avait cité Bryce Caron. Et dans l'épisode, et donc dans mes notes, j'avais dit que c'était bizarre qu'il cite Bryce Caron, parce que, en fait, c'est un banneret des Baratheons. Donc vraiment, il a pas à devoir dire qu'il doit lui jurer fidélité. Ce que je trouvais chelou, et ce que j'avais écrit, et que j'avais dit dans l'épisode. Et donc c'est pour ça qu'en fait, là, on voit que c'est logique, vu qu'en fait, Bryce Caron, il a rejoint Renly, en fait. Ok. Voilà. C'était juste ce que je voulais racheter, et maintenant... ça fait déjà 15 minutes, on a toujours pas parlé de l'épisode, mais bon, comme il est assez court, il fait que 12 pages. Allez. Je pense que c'était l'occasion de racheter. Donc, c'est le moment où je peux enfin faire mon résumé? Ouais. Alors non, petite coupure avant que Guillaume puisse commencer le résumé de ce chapitre 1. Désolé, encore un petit moment d'attente. Mais du coup, je me suis rendu compte d'un petit oubli par rapport au prélude après l'avoir posté. Et voilà, je me sentais assez coupable, sachant que c'est quelque chose que je trouve d'assez notable. Et puis j'aime bien être précis dans les podcasts et vraiment rajouter tout ce qu'on peut. Donc, dans le prélude, il est écrit que depuis 3 siècles, Accalmie est l'apanage de la maison Baratheon, et que pour Stannis, Accalmie, la forteresse, lui revenait de plein droit quand Robert s'est adjugé le trône de fer. Que c'était un vieux grief, que Robert lui avait confié Père Dragon au lieu d'Accalmie, et que ça, Stannis ne l'avait pas encore pardonné. Mais du coup, je voulais revenir sur la date, justement, les 3 siècles. C'est vrai que si un lecteur non attentif n'a pas fait attention, ça peut paraître assez obscur pour 3 siècles, sachant que justement, 3 siècles, ça correspond précisément à la date de la conquête d'Aegon et de ses 2 sœurs. Et en fait, cette information, on peut la trouver dans les appendices. Alors, pas dans les appendices françaises, parce que si vous êtes un lecteur avec les tomes français, vous voyez bien que les appendices français sont assez limités. Mais dans les appendices de la version originale, au niveau du paragraphe de la maison Baratheon, on comprend pourquoi ça fait 3 siècles. Parce que, au moment de la conquête, la rumeur dit que le fondateur de la maison Baratheon, Horys Baratheon, était un frère bâtard d'Aegon le Conquérant. Et donc du coup, Aegon, au moment de la conquête, lorsqu'il a vaincu celui qui détenait à l'époque le siège de la maison Baratheon, qui s'appelait Argilac l'Arrogant, il a donné toutes les terres, la forteresse, etc., les terres de l'orage, à ce frère bâtard, supposé, Horys Baratheon. C'est pour ça que dans le prélude, il est marqué que ça fait 3 siècles que Accalmie est l'apanage de la maison Baratheon. Voilà, après ce petit rajout, vous pouvez vous replonger dans le chapitre 1. Alors, dans le chapitre, on le rappelle, parce que là, ça fait déjà 15 minutes.
C'est un chapitre d'Arya, peu de temps après l'exécution de son père, et elle a été retrouvée au bon moment par Yoren, qui a pour mission d'escorter les futurs membres de la garde de nuit en passant par Winterfell, où il pourra mettre Arya en sécurité auprès de sa famille. Et en fait, on apprend dans ce chapitre que Yoren a reçu de la part d'un mystérieux émissaire un orphelin à escorter jusqu'au mur, une bourse et l'information selon laquelle Lord Eddard allait rejoindre la garde de nuit. Mais malheureusement, un certain Geoffrey a fait le caprice de niquer les plans de tout le monde. Voilà. Et c'est parti pour cet épisode. Donc après ce prélude du maître Cressen qui nous a permis d'avoir un point de vue près de Stannis, nous commençons véritablement ce premier tome en compagnie de Arya. Ou plutôt, Arya Ganache, comme on l'a surnommé enfant à Winterfell. Donc en fait, c'est vrai que quand j'avais lu ce tome la première fois, je savais pas très bien ce que signifie Ganache. Ouais, pour moi, c'est de la pâtisserie. Hein. Ouais. Et c'est pour ça, tu sais, je me suis dit, bon, Arya Ganache, point, tu vois, je suis pas allé chercher plus loin. Et en fait, quand je cherchais la définition, en écrivant les notes, du coup, en fait, ça veut vraiment dire une personne qui est incapable ou sans intelligence. Ok. Bon, il y a 2 autres définitions. Bon, franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, non? Bah, de la part, ils ont pas, ça a pas l'air d'être les couteaux les plus aiguisés du tiroir, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà. Alors pour l'information des auditeurs, Ganache veut aussi dire, d'après les définitions du Larousse, que c'est la partie postérieure de la mâchoire inférieure du cheval, et que c'est une crème à base de chocolat fondu et de crème fraîche. C'est une pâtisserie à base de chocolat fondu et de crème fraîche. On se rappelle que lors du dernier chapitre d'Arya, dans Game of Thrones, oui, alors du coup, à partir de maintenant, je préfère dire les titres originaux, vu qu'on est à présent, étalé sur plusieurs tomes, et tu sais, je préfère dire à Intégral 1, Intégral 2, voilà. Même AGOT, en fait, je sais pas trop, mais voilà. Oui, allez. Et juste, en plus, j'ai pensé en écrivant ce truc, mais du coup, ça va, en disant AGOT, ça va. Mais du coup, hier, j'ai écouté, il y avait la garde de nuit, qui faisait un live sur Twitch pour parler du 5e tome, et pour parler du 10e, mais en fait, au lieu de dire The Wings of Winter, il disait Two. T-W-O-W. Non, c'est... Mais tu vois, c'est super moche, Two. Mais après, je me suis posé, et je me suis dit, moi, mais franchement, est-ce que dire T-W-O-W, ça, tu vois, c'est pas ouf non plus. Je sais pas, dans The Winds, je sais pas comment tu dis Winds, genre, dans juste Winds, dans Fist, ouais, dans voilà. Dance. Et tu peux dire Assos. Assos, ça passe. Ouais, Assos, ça passe. Mais et AGOT, quoi. Agot. Mais trop, c'est moche. Enfin bref, petite digression. Donc on rappelle que juste après l'exécution des Dark Stark, Arya s'était fait recueillir par Yoren, qu'il avait appelé mon gars, parce que pendant tout le premier tome, Arya s'était fait confondre par plusieurs personnes comme étant un garçon, dont Yoren d'ailleurs, et aussi pour la protéger. En ce début de chapitre, on a donc quelques détails supplémentaires. Donc voilà, Guillaume l'a dit dans son résumé, mais on rappelle que la mission de Yoren est de parcourir les 7 couronnes à la recherche de nouvelles recrues pour la garde de nuit. Et que, à la sortie de Port-Réal, on nous dit qu'il était accompagné de 30 recrues, libres ou prisonniers. Donc c'est un peu comme ce qu'on a vu à la garde de nuit, hein, entre Jon qui est venu totalement libre et ceux qui sont venus pour expier leurs crimes. Parmi ces 30 hommes, certains étaient plus violents ou vils que d'autres. Donc Yoren, pour protéger Arya, l'avait contraint de se couper les cheveux et de se faire appeler Harry. Surtout pour qu'elle soit pas violée, quoi. Quand on lit entre les lignes, c'est ça. Mais aussi pour la protéger des gardes de Lannister, car ils avaient reçu pour ordre de rechercher une fille noble, et non ce qui était devenu Arya. Même ce qui était devenu, déjà, elle avait pas le look typique d'une fille noble, de base. Mais maintenant, vu qu'elle a les cheveux courts, vu qu'elle est sale, je pense pas que c'est vers elle qu'ils vont, ou vers lui maintenant, vu qu'il s'appelle Harry, qui vont aller en premier. Mais ça fait un peu penser à son escapade hors du donjon rouge dans AGOT. Tu sais, Guillaume, quand on te rappelle, tu sais, au moment où elle est en train de poursuivre le chat borgne. Oui, et justement, elle tombe sur Tommen, Myrcella et un peu toute la suite là, et ils pensent que c'est un intrus dans le donjon rouge. Ouais. Alors que c'est juste Arya qui fait ses conneries, quoi. Exactement. Yoren, en plus des nouvelles recrues, apportait aussi des fournitures au mur, comme du tissu, des médicaments, des épices, etc.
Mais, de ce qu'on comprend, la grande majorité des recrues d'Yoren venaient des cachots du Donjon Rouge. 3 particulièrement, dont Yoren lui-même avait peur et les avait même enchaînés à l'arrière d'un fourgon. Seuls venaient volontairement ce qu'Arya appelait l'homme-main verte et tourte chaude. Et c'était surtout de ces garçons qu'Arya avait peur, plus que des hommes, car c'était eux qui en permanence étaient en sa présence, eux qui la victimisaient, et donc eux qui étaient les plus proches de découvrir son secret. Donc tu sais, elle doit faire attention à quand elle pisse surtout, en fait, c'est ça. Ouais. Mais en soi, après, je sais pas trop, parce que moi, ça m'a toujours un peu dérangé ce trick. Parce que je me dis, mais quand tu reconnais un garçon et une fille, quoi. Je dirais, Arya, elle a quoi? Elle a 7 ans, je crois, c'est ça, non, peut-être 9 ans. Non, c'est Bran qui a 7 ans, donc Arya a 9 ans. À 9 ans, franchement, même de visage, je peux reconnaître Ouais. On va dire que... Même à la voix, tu vois. Qu'il y a des exceptions qui passent, genre. Il y a des exceptions qui passent. Avant le développement des caractères sexuels secondaires. Non mais, je sais pas. Franchement, en plus, depuis le début, c'est décrit qu'elle a un faciès très Stark, très... Tu vois. Mais du coup, ça me pensait qu'elle a pas un visage très féminin. Ouais. Bah, comme Yana, du coup. Ouais. Mais ça me fait penser que, du coup, est-ce que Martin, pour justifier ce trick, tu sais, il a commencé à justifier lui-même dans le premier tome. Bon, si on a accepté Mulan, on va accepter Arya, ok? Non, mais moi, déjà, Mulan, j'ai toujours du mal, hein. J'ai vraiment du mal avec Mulan. Mais du coup, sûrement que Martin, il pensait à faire ça dans le deuxième tome. Et du coup, il a commencé à mettre tous ces petits trucs dans le premier tome pour dire, oui, on la prend pour un garçon. Ah, vous voyez, on la prend pour un garçon. Donc, pour que ça passe mieux, quoi. Mais quand tu dis 24 heures sur 24 avec une personne, pas reconnaître que c'est une fille, bon. C'est, si on te le vend, si on te le vend assez bien, tu peux être berné pendant très longtemps, hein. Alors, tu peux être psychologiquement conditionné à croire que c'est un garçon, bon, il y a moyen, ça passe. Ouais, Franchement, ça passe, ça va. On passe. On passe. On va pas faire les difficiles. On est dans ce podcast pour faire les difficiles. Moi, je suis pas venu pour faire le difficile, c'est toi qui es venu faire le difficile. Moi, je suis juste venu profiter, hein. Moi, je viens, je sirote, petit morito, tranquillou, hein. En passant, l'homme-main verte s'appelle ainsi car elle fut apprentie chez un teinturier. Et quant à tourte chaude, c'était parce que sa mère, boulangère, avait l'habitude de crier « Tourte chaude !» à plein... Non, c'est très mal dit. Tourte chaude! Tourte chaude, tourte chaude! Comment tu le dis? Non, attends, comme il le disait, tu vois, tu sais, même comment on appelle ce qui travaille dans les marchés encore? Merde, ils ont un nom. Putain, il y avait même quelqu'un dans Koh-Lanta cette saison qui travaille dans un marché, j'ai découvert le nom. Enfin bref. À pleine voix dans la rue. Les deux garçons avaient remarqué, d'ailleurs c'est, en relisant en fait, je découvrais ça, parce que je crois que à ce moment-là j'avais lu, franchement je pense que je sortais du prélude, et que après tous les autres que je les ai lus en diagonale, genre, franchement je sortais du prélude, j'en avais marre. Et le chapitre derrière, franchement, on en parlera après, mais en plus avec la diction des deux là, ouais, laisse tomber. Les deux garçons avaient remarqué l'épée d'Arya, aiguille, et pensaient qu'elle était l'écuyer, enfin qu'elle était anciennement écuyer. Mais lorsque Arya s'énerva et leur apprend que c'était du fer de château, ils passèrent à l'idée que Arya avait volé aiguille. Donc, pourquoi ne pas voler l'épée, puisque elle-même l'avait volée? À ce moment-là, bon, je sais pas, Guillaume, mais j'étais assez surpris des pensées internes de Arya, parce qu'on sent en tout cas, moi, je sens un changement de ton du personnage. Elle est beaucoup plus cynique, je trouve. Bah, on vient de buter son daron sous ses yeux. Ouais. Et elle a fraudé la mort je sais pas combien de fois. Ouais, non, mais je dis pas qu'il y a pas de raison. Mais, tu vois, tu sens... Oui, on le sent. Mais c'est normal. Parce que... C'est normal. C'est un mécanisme de défense de se blinder autant. Émotionnellement, c'est invivable ce qu'elle vit. C'est normal de se blinder et de devenir, de se créer une armure, une carapace. Et de se convaincre qu'on est capable de tuer s'il le faut, tu vois. Exactement, ouais. Ouais, bah, en fait, elle pense, quand, je sais pas, il y a un des gars qui lui dit, je crois que c'est Tourte Chaude qui lui dit que bon, moi je voulais l'épée. Elle dit que, en fait, elle pense elle-même qu'elle a déjà tué quelqu'un, un type. Bon, elle a tué, je crois que c'était un palefrenier Oui, un garçon d'écurie. Quand elle s'enfuit du Donjon Rouge. Et que, si Tourte Chaude ne lui fichait pas la paix, elle le tuerait aussi. Enfin, ça, c'est ce qu'elle pense internement. Enfin, en interne.
Mais et du coup ça fait un peu penser pareil au changement de Sansa. Hein. Quoique Sansa, bon, il est plus brutal son changement, mais parce qu'elle vit des choses aussi plus brutales. Mais les deux, en tout cas, on sent que c'est plus les mêmes persos que ceux qu'on a découvert dans le tome 1. Et elle a raison. C'est à ce moment-là qu'un grand garçon, que les autres avaient surnommé Taureau, à cause de son homme à cornes, vint les interrompre. On peut le reconnaître grâce à on peut le reconnaître, ce personnage, grâce à sa description, si on a été attentif, en fait, ça, je sais pas. Okay. C'est à ce moment-là qu'un grand garçon, que les autres avaient surnommé Taureau, à cause de son homme à cornes, vint les interrompre. On peut le reconnaître grâce à sa description, ces personnages, si on a été assez attentif durant le tome 1. Il s'agit de... bon, Guillaume, je te dis, je te laisse. Oh, pour moi, il n'y a pas de doute. Et enfin, ça devrait être un doute pour pas grand monde, c'est Gendry. Gendry, qui avait déjà présenté le home en forme de tête de taureau. Mm-hmm. À Ned Stark, et il lui avait même dit brutalement, ça c'est pas à vendre. Alors juste pour rappeler qui est Gendry, Gendry, donc du coup Gendry, c'est on a parlé de Tobomot il y a pas longtemps, et c'est son apprenti. Ouais. Et on sait que c'est quelqu'un qui a missionné Tobomot pour lui dire, qui lui a, en moyennant finance, lui dire, tu prends Gendry comme apprenti. Exactement. Tu poses pas de questions. Alors du coup, je me rappelle que quand on avait découvert dans ce chapitre, le chapitre de AGOT, Gendry Tobomot, t'avais eu des suspicions par rapport à qui était cet homme qui a justement moyen en finance, comme tu dis, est chargé Tobomot de former Gendry. Ouais, je pensais que c'était Varys. Alors je sais plus sur quelle base. Il y avait peut-être une histoire d'embonpoint de velours, je pense. De velours violet. Quelque chose comme ça. Et maintenant, on a la confirmation maintenant que Varys a l'habitude d'utiliser des déguisements. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, en fin de chapitre, on apprend qu'un homme, tu l'as déjà dit, hein, on apprend qu'un homme mystérieux était venu voir Yoren juste avant l'exécution d'Addard en amenant Gendry et une bourse avec lui. Gendry devait rejoindre la garde de nuit, tout comme Ned après son jugement. Mais tout ne s'était pas passé comme prévu. Et du coup, ça confirme un peu que c'est Varys, vu que en fait, c'est Varys qui avait convaincu Ned dans les cachots du Donjon Rouge de prendre le noir afin d'être instauré dans la paix du roi, quoi. Oui, c'est ça. Donc bon, si on lit un peu les deux, après il n'y a pas plus d'indices que ça, mais là, enfin tout pointe vers Varys entre guillemets. Ouais. Et en fait, c'est un peu le même procès qu'avec Illyrio Mopatis. Tu sais, quand il a sa réunion avec Varys et qu'on le fait reconnaître avec ses bagues scintillantes et sa barbe jaune fourchue. Ah oui, d'accord, en mode d'accord, on prononce pas le nom directement, mais il fait pointer des indices qui devraient quand même donner la puce à l'oreille à ses lecteurs. Ouais, pour Gendry, ouais. Ouais. Et après, je pense que pour Gendry, c'est un peu plus facile que Illyrio Mopatis. Ouais. Parce que en fait, c'était assez marquant cette scène avec le home de taureau. Le home taureau là. En plus vraiment le côté de ça, c'est pas à vendre à Ned, tu vois, genre en mode on voit que ça c'est important pour lui, et tellement important qu'il l'a emmené avec lui au final. Ah bon, la barbe jaune fourchue, les bagues de Illyrio, ça. Oui. Franchement, ceux qui l'ont connu, moi je leur dis chapeau. Hein. Enfin, du premier coup en tout cas. Mais alors du coup, juste on va se poser 2 minutes et reparler de Varys, parce que je me rappelle la dernière fois qu'on en a parlé, je crois que c'était je sais pas, en tout cas c'était dans les 2 derniers chapitres de Daenerys, et tu sais, on se posait une question, la question par rapport à ses intentions. C'est vrai que en fait on s'était jamais reposé la question par rapport à Gendry et son but par rapport à Gendry. Mais c'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser. Je suppose rapidement que c'est Varys chaque fois qu'il y a un mec qui se présente caché, tu vois. Je vois ce que t'es en train de dire. Je crois qu'il y a un truc chelou. C'est Varys. C'est Varys. Mais ses intentions, vraiment, depuis le premier tome, vraiment, j'ai du mal à saisir. Vraiment. Alors parce que du coup, je me rappelle que
lors de notre dernière conversation par rapport à Varys, tu disais que par rapport à la série, tu pensais cerner ses intentions. Alors tu disais par rapport à quoi, Guillaume? Oula. Il y avait une histoire de vouloir remettre les Targaryens sur le trône. Ouais. Et surtout vouloir préserver un peu... vouloir éviter les guerres entre les grandes maisons un peu. Ouais. Alors, parce que du coup, en fait, dans sa conversation avec Illyrio, on sait qu'il complotait pour mettre Viserys sur le trône. Oui. Et que il y avait une histoire de... plutôt, je me rectifie, pas vraiment éviter les guerres entre les grandes maisons, mais plutôt éviter qu'elles n'arrivent trop tôt. Ouais. Vraiment une espèce d'intention de... Ok, ils vont, le loup et le lion, c'est comme ça qu'il évoquait le truc, vont s'entre-déchirer, etc. Mais c'est trop tôt pour ça. Genre plutôt attendre que Viserys soit prêt à prendre d'assaut Westeros. Et c'est à ce moment précis que il faudrait diviser les forces de Westeros en créant une guerre interne. Tout ça, ça paraît logique. Tu dis, après cette conversation entre Varys et Rémopatis, tu dis, d'accord, bon, ils cherchent à remettre Viserys ou les Targaryens sur le trône, et donc, bon, vu qu'ils doivent partir de Essos, arriver avec les hommes du Calassar de Drogo, logique. Sauf que, Varys, après la mort de Viserys, c'est quand même lui qui transmet le message qu'il faut tuer Daenerys et son enfant sur ordre de Robert. Oui. Et on sait qu'il l'a vraiment fait, vu qu'on sait qu'il y a vraiment une tentative d'empoisonnement de Daenerys. Donc tu dis, mais... Je crois qu'on avait pas dit genre, ouais, mais il était forcé de le faire, mais après on se disait, mais en même temps, qui va vérifier ce qu'il envoie comme lettre? Ouais. C'est... On n'est jamais forcé de le faire, ouais. Tout Varys. Donc tu dis, mais chelou, enfin, le mec, il dit qu'avec Illyrio qu'il veut remettre... je sais pas exactement si vraiment il dit, on veut remettre les Targaryens sur le trône. Il doit se le dire clairement ou un truc du genre. Mais en tout cas, on comprend que c'est ça, quoi. Et mais en même temps, Viserys est mort, il essaye de tuer Daenerys, et là il protège Gendry. Il le protège clairement. Donc qu'est-ce qu'il en a à foutre dans des batailles de Robert? Oui, bah honnêtement, je sais pas. Je vais pas t'inventer des mythos, Ouais. Je sais pas quoi. Ouais, ça franchement, j'ai même envie d'ajouter à nos questions. Qu'est-ce que Varys en a à foutre de Gendry? Mais du coup, bon, à partir de maintenant, on sait que Gendry fait partie de cette expédition avec Arya. Sauf que Arya n'avait pas besoin de la protection de Gendry, puisqu'elle renversa torte chaude de son âne, l'assaille de son épée d'entraînement, et menaça de la même façon l'Omni main verte. Donc on sent que les entraînements de Syrio Forel, le danseur de l'eau, ont porté leurs fruits. Ouais, ça marche bien. Ouais, elle était dédiée en même temps. Elle voulait faire que ça. Mais ouais, elle lui a bien pété la gueule. Hein. Ouais, mais tu sais, je pensais pas que ça marcherait, tu vois. Je pense que c'est un peu comme Ned. Il se disait, maintenant tu passes la journée à chasser des chats. Ouais, normalement, je sais plus, il disait, normalement, elle devrait apprendre botte, touche, tu vois, des trucs. Non, c'est comme, je crois que tu l'avais dit, en plus, ça fait penser un peu à des entraînements shonen. Ah oui, c'est grave shonen. Le truc. Tu sais, tu comprends pas la raison de l'entraînement. C'est, je crois, l'exemple le plus connu, c'est pas dans un manga, mais c'est Karate Kid, Maître Miyagi, genre, tu vas peindre la maison pendant je sais pas combien de temps, tu vois, je sais plus, apprendre la discipline, tu vois. Et ça, c'est classique. Ouais. C'est Karate Kid. Mais ouais, le coup du maître un peu sénile, c'est un classique. Hein. Non, mais je pensais pas que, tu vois. Non, mais maintenant, Arya, elle sait se défendre contre, on va dire, les hommes les garçons de son âge déjà, mais du commun. Ceux qui ont pas d'entraînement, en tout cas, elle est plus forte qu'eux maintenant. Après, je pense qu'il faudrait encore de l'entraînement pour qu'elle puisse vraiment se battre, mais pas comme un danseur d'eau, quoi. Yoren, après tout ce raffut, prend Arya à partie, l'éloigne du groupe et, pour la pureté de ses agissements, la frappe avec un bâton. Et c'est assez violent comme scène, je trouve. Ouais, genre en mode... il dit... tu vois, ouais. Baisse ton froc. Au début, j'étais là en mode... Ouh, c'est chelou. C'est chelou. Et ensuite, il la bat à 100 en plus, hein. Enfin, je veux dire, moi, je trouve ça... J'avais oublié cette scène, mais en fait, quand j'ai dit, je trouve que c'est violent quand même, tu vois, comme scène. Je crois que ça apparaît pas dans la série, ça, mais... Moi, c'est genre en mode... J'étais mal à l'aise, un peu. L'éducation comme ça, comme on n'en fait plus. Hein. Elle a dur, vraiment. Ah là là, ça nous manque cette éducation-là. Hein. Toujours est-il que
Après cette altercation, Tourteau dut être alité, et l'homme main verte craignit Arya. Donc, bon, plus d'emmerdement avec eux. Le chapitre se termine par la vision de la fameuse comète rouge, que Gendry interprétait comme une épée, et, par extension, Arya voyait la comète rouge comme étant glace, l'épée en acier valérien de son père, qui avait servi à le tuer. Donc là, je crois que tu disais dans le prélude que genre, chacun voyait la comète rouge un peu comme il voulait. Oui, que le but de cette comète rouge le but de Martin dans cette comète rouge, c'est de faire en sorte que ça serve de miroir à chaque personnage important de ce livre, afin qu'on y voit. J'avais fait une comparaison avec le miroir du Reset dans Harry Potter, voir un peu leur désir. Je pense que chaque personnage POV va avoir cette implication avec la comète. Oui, va y voir son importance, que ce soit les dragons, que ce soit cette épée en glace. Cette épée. Je suis sûr que Bran il va voir il va y voir un truc lui. Sansa il verra sûrement quelque chose aussi. Geoffrey, je le vois bien venir, fils de pute. Faire oh ça c'est le rouge Lannister ça. Oh là là. Oh ça c'est le rouge des Lannister, je te le dis là. Alors, pour se réconforter, Arya pensa qu'elle était en route pour Winterfell et qu'elle y reverrait bientôt sa mère, ses frères et surtout Jon qui lui manquait terriblement. Voilà, donc on avait terminé pour ce chapitre. Mais bon, juste avant de le terminer... Ouais, il va falloir qu'on parle d'un sujet qui fâche. Ah là, il y a un sujet qui fâche, là, hein, dans ce chapitre. Normalement, si vous avez lu ce chapitre, vous voyez pas forcément de quoi on va parler, mais vous l'avez vécu comme nous, c'est quasiment sûr. Ouais, donc vas-y Guillaume, je laisse parler du sujet. Et franchement, la façon dont le langage des gueux a été traduit en français... Alors, il faudrait que je regarde en anglais ce que ça donne, mais... Ah non, justement, c'est ça le truc. C'est pour ça que la traduction est critiquée, parce qu'en fait, en anglais, ils parlent... en fait, quand Martin l'écrit en VO... C'est juste leur vocabulaire qui est un peu... Ah non, il y a vraiment aucune différence. Ah ouais. Parce que là, c'est insupportable la façon dont ils parlent, mais on dirait, mais... Bah ouais, ok. Oui, on comprend qu'ils sont gueux, mais franchement, c'est bon, tu peux juste au moins leur donner un vocabulaire un peu plus... Pauvre. Un peu plus pauvre, tu vois. Mais t'es pas obligé de forcer comme ça, parce que là, on dirait des attardés, quoi. Ouais. Elle tourte chaude, là. Elle tourte chaude. Bon, là, j'imite un accent un peu belge mauvais, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, en fait, les mots sont coupés, y a pas de liaison. On avait déjà parlé de cette traduction, hein, je crois, dans le tout dernier chapitre de Arya, juste avant l'exécution des dards, où elle entend des gens du commun qui disent oui, il y a le tocsin qui sonne, le roi va parler. Et en fait, ils disent il y a le tocsin qui sonne, enfin, tu sais, qui sonne, tu vois, c'est ça. Tu veux pas que l'autre avec son épée, là, que cette tourte chaude que je lui ai mettre dans le fion, c'est pas possible. Comment il parle? Mon Dieu! Franchement, c'est super. Et en plus, le problème, c'est que ça va pas changer, ça va rester comme ça, hein. Enfin, j'avais posé la question à Ilan, ça va être comme ça longtemps. Le tome 4, c'est horrible. Ouais. Le tome 4, j'en peux plus, hein. Ouais, non, le tome 4, c'est vraiment, franchement, en plus, c'est vraiment désagréable. Mais déjà, s'ils parlent comme ça, mais les sauvageons, ils parlent comment? Les sauvageons, tu les as vus parler, les sauvageons? Je me souviens plus. Au chat, oui, mais comment ils parlent, je me souviens. Normalement. Normal. Putain, non, mais comment ça se fait que, genre, les membres de la garde de nuit, mais même pourquoi les membres de la garde de nuit, ils parlent normalement, pourquoi Yoren, il parle comme un con, là? Ouais, mais c'est pas logique. Non, mais c'est pas logique. Genre, ça veut dire, les personnes qui montent à la garde de nuit, ils parlent encore plus mal que les sauvageons? Bah non, puisqu'on les a vus, les personnes qui sont à la garde de nuit. Ils parlent normalement, Graine. Oui, non, mais, je sais pas, là, non, mais genre, c'est vraiment pas logique. C'est pour ça que ça a été... Mais en fait, Yoren, il est responsable Secpa, en fait. Franchement, Yoren, tu sais que Yoren, je me demande même si dans le premier tome, il parle pas normalement, Non, dès le premier tome, il cassait un peu les couilles avec, t'inquiète, fais-moi confiance. Ouais, je te crois. Mais ouais, là, et ça va être dur, hein. Je suis sûr, il y a pas un projet, genre, un fan trad, un fan trad en ligne de genre en mode langage fixe, tu vois, genre un truc comme ça là. Non, parce que là c'est compliqué, hein. Franchement, c'est un truc, pour ça j'ai checké en VO. C'est qui les éditeurs là? Gallimard? Pygmalion.
Alors vous nous entendez, vous êtes sûrement en train de nager dans vos Mais billets. non, je crois qu'il y a justement, j'allais chercher quelque chose par rapport à la traduction, et je crois que en fait, généralement, quand un auteur traduit, surtout sur une grande œuvre, il y a un temps entre le moment où il a fait sa préparation et le moment où tu peux retraduire. Ils avaient sorti l'exemple du Seigneur des Anneaux, où ça avait été traduit dans les années, je sais plus, peut-être 60, quelque chose comme ça, par le premier traducteur, je sais plus comment il s'appelle. Et du coup, la deuxième traduction, donc celle le Seigneur des Anneaux, ça a été réédité depuis le 2014 par Daniel Lauzon. Et il y a eu 50 ans entre les deux traductions, quoi. Il y a un temps prescriptif entre lesquels tu peux pas retraduire. Ouais, bah là, à mon avis, il est bien dépassé pour le tome 2, là. Bah non. Quoi? Le temps où t'as enfin, c'est bon, il peut... Non, parce tu dis, par exemple, pour le Seigneur des Anneaux, ça a pris 40-50 ans. Oh, putain. Bon, je sais pas, mais là, quand même, ça... Là, franchement, enfin, on en avait déjà parlé dans le premier tome, à chaque fois, les noms des Blackwood, ça devient Nerbosk et tout, c'est déjà casse-couille. Mais là, franchement, il faut faire un truc, quoi. Mais je pense que c'est pour ça qu'en fait, ils peuvent pas... C'est pas possible. Ils peuvent pas retraduire. Je sais pas s'ils peuvent pas, mais Pygmalion, je sais pas, vous êtes sûrement en train de nager dans vos billets et d'essuyer vos larmes avec vos billets, mais faites un effort, quoi, là, je sais pas... Ouais, non, mais oui. C'est abusé, frère. Là, franchement, honnêtement, je connais des gens, tu leur mets ça devant les yeux, ils abandonnent, hein. Ouais. Et honnêtement, je sais qu'il y a... Moi, je te dis, la première fois que j'ai lu, c'est vraiment le genre de chapitre où j'ai lu en mode entre les lignes, en diagonale, et même en écrivant les notes, franchement, il y a des trucs, il y a certaines phrases, je me suis dit, ok, mais en plus, quand je lis, c'est pas je lis pas du tout en mode gogol comme eux, hein. Je suis là, d'abord, il y a une phase où j'essaye de retraduire dans un français correct, et après, dans ma tête, je le lis en français correct. Quand il y a marqué frais, je fais d'abord, alors ça, c'est ferait, et tu vois, genre... Voilà, donc on a terminé cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié. Alors oui, juste il est fini. Ceux qui n'ont pas, à minima, vu la série peuvent nous quitter maintenant, parce qu'on va juste parler 2 minutes, comme on l'a dit au début de l'épisode, des appendices. Et puis on vous retrouve à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Donc pour ceux qui ont à minima vu la série ou lu les livres, oui, la question des appendices. Donc du coup, j'avais pas voulu les utiliser à partir de... Bon, on les a utilisés dans le Game of Thrones, parce que bon, ça, voilà, je pense que si vous avez suivi les 72 épisodes, ou 73, 74, je sais pas, qu'on a fait depuis le début, vous avez pu comprendre que le Trône de Fer, c'est un univers complexe. Donc c'est une bonne aide, les appendices. Et surtout, comme Guillaume a vu la série, les appendices, en fait, c'est l'univers tel qu'il est présenté, en fait, au tout début. Donc il n'y a pas tellement de spoil, entre guillemets, vu que Guillaume a vu la série. Là, à partir de Clash, il y a des éléments qui peuvent être relativement spoilants. Voilà l'exemple que j'avais utilisé avec Guillaume, donc pour ceux qui ont vu la série ou qui ont lu le livre, c'est que par exemple pour le personnage de Brienne, parce que Brienne dans les appendices, elle est marquée comme faisant partie de la garde arc-en-ciel de Renly, alors que en fait ça va être au cours du tome qu'on va la voir entrer dans la garde arc-en-ciel de Renly. Donc c'est pas un truc de fou non plus, mais c'est quand même un élément du récit. Et surtout que Brienne, bon, c'est un personnage important, quoi. Mais en fait, entre le prélude et l'enregistrement de ce chapitre, je me suis dit que c'était une break qui allait plus avoir tu peux m'aider, Guillaume, comment on appelle, c'est pas un bénéfice-risque, mais de désavantage que d'avantage, en fait. Parce que si Guillaume peut plus citer des appendices... Ça va être plus pénalisant, quoi, ouais, qu'autre chose. En fait, ok, certes, il y aura des éléments, il sera vierge de tout élément du récit, mais je préfère qu'il soit au courant de 2-3 petits éléments comme ça, plutôt qu'il puisse pas chercher, plutôt qu'il puisse pas s'en aider pour vraiment progresser sur le Trône de Fer, avoir une bonne connaissance du tome, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Guillaume, du coup, mais... Non, je suis d'accord. Donc voilà, donc finalement on a décidé de t'en aider et puis on va s'excuser auprès de personne en fait. On vous doit rien les frères. Donc voilà. Et bien à vous qui avez lu les livres ou la série, ou plutôt vu la série et lu les livres, pardon. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.